Mokhtar était resté seul chef du mouvement après la mort de Tilemsi, son bras droit. C'était en décembre dernier. Tilemsi avait été abattu par la force française Barkhane dans la région de Gao. Al-Mourabitoun, mouvement lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, mène régulièrement des attaques terroristes dans le nord du Mali, raison pour laquelle l'armée française a ciblé plusieurs de ses opérations contre ce groupe au cours des derniers mois. Aucune information en ce qui concerne l'identité ou même la nationalité des deux assaillants, toujours en fuite, qui portaient des cagoules au moment de l'attaque et qui n'auraient pas crié de revendication avant d'ouvrir le feu. David Bachet, correspondant de RFI au Mali. Merci Lucie, on passe au débat. Le débat du samedi soir avec votre père habituel, bien que le duo ait été un peu perturbé ces dernières semaines. Elle est de retour, Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Du parti de gauche, avocate, c'est important de le signaler ce soir, face à Marie-Laure Harel, bonsoir. Bonsoir. De l'UMP, conseillère municipale du 3e arrondissement. Conseiller de Paris et élu du 3e, exactement. De Paris. Donc on a ce soir l'un des plus proches, pour ne pas dire le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, ancien directeur de campagne en 2007, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre de l'Intérieur sous Sarko, qu'on appelait le cardinal, tant il était influent et puissant, qui est mis en examen pour faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, dans le cadre d'une enquête, mais on ne sait pas si les faits reprochés touchent directement à cela, d'une enquête qui a été ouverte par 2 juges d'instruction sur le financement de la campagne de 2007 par la Libye de Kadhafi. Je voudrais tout simplement savoir jusqu'à quel point tout cela vous trouble. Raquel Garrido. Écoutez, quand le secrétaire général de l'Élysée, qui, en France, sous les institutions de la Ve République, est véritablement l'homme fort, c'est-à-dire, on peut dire, l'alter ego du président de la République. Il a plus de pouvoir, par exemple, que n'importe quel ministre qui siège au Conseil des ministres. Lorsque cet homme-là est pris dans ce type d'histoire, c'est véritablement, on peut dire, la présidence en soi, c'est-à-dire le concept de présidence qui est mis en examen. C'est-à-dire, il y a en France une difficulté, c'est que nous concentrons sur la tête du président tellement de pouvoir, dans une logique d'impunité politique, que la capillarité entre l'impunité politique et l'impunité ensuite, voire pénale, est très proche. Donc, depuis que Mediapart a mis ce sujet sur la table, avec, rappelez-vous, la convention entre la Libye et la France. Mediapart affirme et maintient que Kadhafi a donné 500 millions d'euros à Sarkozy pour sa campagne en 2007. Oui, et ensuite, donc, Nicolas Sarkozy avait dit que c'était un faux. Des experts avaient ensuite étudié la graphologie et avaient attesté que la signature était bien authentique. Donc, cette affaire avance et c'est bien que la justice soit saisie, qu'elle avance, c'est bien, c'est ce qu'attendent tous les Français, que justice soit faite et de percer le mur de l'impunité, c'est très bien. Mais je veux dire ceci, c'est que la question de l'exemplarité des responsables politiques, elle ne commence pas avec Claude Guéant et ne termine pas avec Claude Guéant. Et elle ne peut pas être traitée que judiciairement. Elle doit être traitée judiciairement lorsqu'il s'agit de comportements répréhensible sur le plan pénal, mais elle doit aussi être traitée plus largement. C'est l'objet, je le rappelle, de ce rapport qui a été donné par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique à François Hollande le 7 janvier. C'est passé à la trappe médiatiquement parce que c'était le jour de Charlie Hebdo. D'accord ? Il faut pouvoir destituer les hommes et les femmes politiques lorsque leur comportement n'est pas exemplaire. Et ça doit être à la portée des citoyens ou des autres élus. Ce sont ce type de mécanismes qui sont proposés, l'article 19, la proposition 19 de ce rapport. La justice ne suffit pas parce que la justice a son temps, qui est un temps long, alors que la démocratie, elle doit être permanente. Marie-Laure Harel, alors vous êtes à l'UMP. Oui, alors d'abord je voudrais rebondir sur ce que Raquel vient de dire au niveau de l'exemplarité de la classe politique. C'est vrai, c'est un sujet aujourd'hui. Je crois que beaucoup de citoyens français ont un soupçon massif et souvent légitime vis-à-vis du monde politique. Il y a un vrai problème de clarté au niveau du financement de la vie politique, qu'il s'agisse du financement des partis ou du financement des campagnes. Et ça, c'est quelque chose qui doit absolument évoluer. Pour ce qui est de Claude Guéant, moi je vais vous dire d'abord, ça me trouble à un premier égard, qui est que je connais très bien Claude Guéant. J'ai
appartenu au cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. J'ai fait sa campagne en 2007 et j'ai été dans son cabinet pendant 5 ans à l'Élysée. J'ai donc eu Claude Guéant comme directeur de cabinet à Beauvau, directeur de campagne en 2007 et secrétaire général à l'Élysée. La personne que j'ai côtoyée, et je pense que quiconque l'a côtoyée pense comme moi, est une personne qui m'a toujours donné une réelle impression de droiture, d'honnêteté, qui me semblait être parfaitement, et me semble toujours être parfaitement animée par l'intérêt collectif et soumis à ses devoirs publics. Sauf que là, il y a 500 000 euros, dont franchement, il n'est pas vraiment capable de justifier l'origine. Pour ce qui est de cette affaire, le soi-disant financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, je vous rappelle, Raquel l'a dit, il repose sur quoi à l'heure actuelle? Sur aucun élément tangible, sur un document qu'a sorti Mediapart et qui n'est pas du tout authentifié, avéré, sinon il n'y aurait plus d'affaires. Si, en novembre, il y a eu une expertise graphologique. Alors, il n'y aurait plus d'affaires sinon. Et deuxièmement, après cette affaire de tableau de 500 000 euros, moi je ne vois pas le lien entre ce virement apparu sur le compte de Claude Guéant en 2008 et la campagne de 2007. Ensuite, pour terminer, il est quand même légitime d'avoir le sentiment qu'il y a une vraie envie de nuire et de s'acharner sur Nicolas Sarkozy. L'attitude du gouvernement... De la part de qui? Des juges? De la part du gouvernement. Je vais vous dire déjà... Les juges d'instruction n'obéissent pas au gouvernement. On peut passer sur l'hypothétique neutralité de la magistrature. Il y a eu le mur des cons. On sait que visiblement, la droite n'a pas la cote auprès de tous les juges. Mais pour ce qui est de Karachi, je vous rappelle quand même qu'on a eu Madame Taubira qui a promis qu'elle n'était pas au courant des écoutes et s'est trahie en brandissant un papier du procureur général de Paris disant précisément qu'elle était régulièrement informée de ses écoutes. Premier mensonge sur cette affaire. Donc le gouvernement n'est pas très clair dessus. Il y a un calendrier qui est très très troublant. D'abord, le papier de Mediapart est sorti entre les deux tours de 2012. Nicolas Sarkozy, tout ça pour la même affaire, mis en examen au moment où il commence à se savoir qu'il va revenir dans la vie politique, au mois de juillet 2014. Et puis voilà maintenant Claude Guéant qui est mis en examen, je vais terminer, Claude Guéant qui est mis en examen à quelques jours d'une échéance électorale où la gauche risque de se prendre une grosse fessée. Troisièmement, la force des moyens déployés à l'encontre de Nicolas Sarkozy, toujours dans le cadre de ces écoutes liées à cette affaire, on a 50 policiers, 10 magistrats, 4 agents d'écoute, ça fait beaucoup. Moi, ce que je constate, c'est que il y a toujours beaucoup de monde pour accuser Nicolas Sarkozy et jusqu'à présent à tort, beaucoup moins pour rappeler quand il est blanchi, comme ça a été le cas dans l'affaire Karachi et dans l'affaire Bettencourt. Et ce que je crois savoir, c'est qu'il est parfaitement serein par rapport à tout ce qui lui est reproché à l'heure actuelle. Je pense, Marie-Laure, que vous avez tort de jouer la carte de la victimisation contre Nicolas Sarkozy et de l'acharnement, parce que là, il y a un déroulé, un fonctionnement normal de la justice. Et il ne faudrait pas que Nicolas Sarkozy, de par sa position d'ex-président, fasse couler toute la droite avec lui et la probité morale de toute une classe politique de droite qui, peut-être sans Nicolas Sarkozy, se retrouverait dans une autre position. Attention à ce chemin et à cette pente. Je suis d'accord avec vous, Raquel. Franchement, je suis d'accord. Raquel, moi, je cherche pas de toute façon là à jouer. Votre micro n'est pas vraiment devant votre bouche, donc ça complique un petit peu vous avez surtout envie de venir me voir, voilà. J'ai l'impression. Moi, je cherche pas à jouer la carte politique à tout prix. Tout ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup éclaboussé Nicolas Sarkozy déjà pour 2 affaires dans lesquelles il a été blanchi et que là, à l'heure actuelle, il y a quelques zones d'ombre, il y a des questions qu'on peut légitimement se poser et il n'y a pas de raison de ne pas les soulever. Il nous reste 5 minutes pour le deuxième sujet qui est plus léger. C'est demain la journée internationale de la femme. Et comme tous les ans, je dis, comme je l'ai toujours dit dans tous les médias où j'ai travaillé, qu'à titre personnel, je trouvais ça assez humiliant pour les femmes qu'on leur consacre une journée par an dans le monde entier. Et je voudrais savoir ce que vous en pensiez, vous. Marie-Laure Harel. Mais moi, je trouve que c'est votre question qui est humiliante. Parce que si cette journée existe, c'est précisément parce que les femmes souffrent d'injustice en raison de leur sexe et qu'il est important d'en parler. Il y a les violences faites aux femmes. Je tiens quand même à le rappeler. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physico-sexuelles au cours de sa vie. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Il y a la précarité des femmes. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. La plupart des femmes se trouvent dans des situations de précarité au travail. C'est elles qui occupent la grande majorité des CDD, des emplois à temps partiel. Et le rapport avec la journée. Attendez, et puis il y a l'inégalité. Moi, parce que pour toutes ces raisons, les femmes méritent d'être célébrées au moins un jour par an. Et je voulais en terminer par là, l'inégalité homme-femme dans le
le monde du travail, l'inégalité salariale, 19% de moins en moyenne pour les femmes que pour les hommes à job et compétences équivalentes, la difficulté d'accéder à des hautes fonctions, que ce soit dans la fonction publique ou dans les conseils d'administration des entreprises. Et puis on peut en parler, Raquel et moi, dans la vie politique, c'est pas évident non plus d'être une femme. Il y a beau avoir des lois sur la parité. D'abord, elles ne sont respectées par aucun parti. Les femmes sont souvent mises dans des circonscriptions qui sont pas tout à fait gagnables. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a qu'un quart de femmes à l'Assemblée nationale. Vous me concéderez que ce soir et tous les samedis soirs, j'ai choisi 2 femmes. Mais oui, Raquel alors, Garrido. juste pour toutes ces raisons, voilà, les femmes méritent d'être célébrées une fois par an. Et en 2015, je veux le dire, il n'est ni ringard ni dépassé d'être féministe. C'est un combat qui est d'actualité et au sein duquel il est très important d'être solidaire. Bon, Raquel, évidemment, vous serez d'accord là ce soir. D'abord, rectifions, il ne s'agit pas de la journée de la femme. Il s'agit de la journée internationale du droit des femmes. Oui, ça c'est ce qui a écrit aux Nations Unies. Mais en réalité, c'est une journée de la femme. Ben justement, il ne faut pas l'aborder comme ça. La journée, c'est pas la petite boîte de chocolat qui permet de s'exonérer pour 364 jours d'exploitation, de mépris et d'injustice. Il y a une hypocrisie. Je vous rejoins sur le côté hypocrite. Hein. Si je prends par exemple le gouvernement, on est pendant qu'on célèbre, comme on vous dit, de célébrer la femme, les femmes, etc. Comme ça médiatiquement. Il y a des confrères, par exemple, qui regardent des émissions où il n'y a que des femmes. Bon, mais ça, je trouve ça crétin. Franchement. Mais écoutez, l'important, c'est de relever les vrais sujets, ceux qui comptent et qui touchent vraiment le quotidien des femmes. Et je vais vous en prendre un qui est très important puisqu'il est en discussion en ce moment dans notre pays, c'est celui de la question du travail du dimanche et du travail de nuit. La précarité touche principalement les femmes dans ce pays. Vous savez qu'il y a 3 millions de travailleurs qui sont précaires. Parmi eux, 2 millions de travailleurs qui sont pauvres, c'est-à-dire qui travaillent mais qui touchent moins du seuil de pauvreté. Ce sont essentiellement des femmes. 75% des travailleurs 75% des femmes, des caissières dans ce pays sont des femmes. Des gens qui travaillent le dimanche et la nuit sont des femmes. Donc, on ne peut pas faire la loi Macron d'un côté, qui aggrave vraiment singulièrement cette situation, et de l'autre côté disent la journée de la femme, non, il y a des droits qu'il va falloir faire respecter tout au long de l'année, mais ce week-end c'est un moment de combat, et d'ailleurs demain il y a une manifestation, comme chaque année, cette année c'est à République, demain à 14h30, j'invite tout le monde, hommes et femmes, mais en général j'essaie d'y aller avec mes filles et avec mes camarades. Fondamentalement ça sert à quoi une manif une fois par an, enfin franchement? Mais en quoi ça fait avancer la cause? Christophe Ondelat, le féminisme est une question de tous les jours. Mais là où il faut utiliser, la capacité de générer un peu de conscience, de marquer des points, c'est la mobilisation. Évidemment, si c'était que la petite rose donnée ou la petite boîte de chocolat, ce qui est vraiment débile mental, effectivement, ça servirait à rien, ce serait même contre-productif. Mais si c'est pour énoncer un certain nombre de principes, comme je viens de le faire sur la loi Macron, c'est un combat d'actualité, il faut le mener. Ce que je trouve d'assez appréciable, en tout cas dans le cadre de la Journée de la Femme, c'est que tous ces chiffres que je viens de citer, par exemple notamment sur l'inégalité salariale homme-femme, etc., tout ça, ce sont des choses qui ressortent autour de la Journée de la Femme et dont on parle très peu au cours de l'année. C'est au moins l'occasion de mettre ces sujets sur la table et de les rendre connus de tous. Ce que je n'ai pas dit en préambule, c'est que chaque année, je prends cette posture et chaque année, j'en prends plein la gueule. Merci. Et l'année prochaine. À toutes les deux. Le débat la semaine prochaine, peut se poursuivre sur Twitter si vous le souhaitez. Et je voudrais vous signaler que Pascal Boitard, qui est la secrétaire d'État aux droits ça je veux dire aussi. L'hypocrisie, c'est ça. C'est mettre Pascal Boitard, qui est même pas ministre, qui nous fait, qui amuse la galerie avec l'histoire des femmes voilées à l'université et qui soutient la loi Macron. Ça, c'est l'hypocrisie du soutien. Elle sera notre invitée, quoi qu'il arrive, tout à l'heure à 23h. C'est une femme aussi qui présente la météo, Sandra Larue. À tous les meilleurs moments de la journée, regardez la météo avec Fast Hotel. Fast Hotel, des hôtels partout en France. C'est fastoche. Les conditions anticycloniques vont persister ce dimanche. Des températures extrêmement élevées, relevées cet après-midi, largement supérieures au normal de saison, notamment sur le Limousin. Et demain, on va conserver cette douceur et ce temps globalement ensoleillé. Alors globalement, parce qu'en tout début de matinée, on va retrouver quand même pas mal de brouillard sur de nombreuses régions. Et puis un voile de nuages un petit peu plus dense sur la façade atlantique. Localement également, quelques nuages un petit peu plus nombreux, en tout cas un ciel un peu plus voilé sur les régions de l'Est. Et puis le vent
vent toujours présent sur la Corse, toujours un petit peu sensible jusqu'à 90 km/h. Les températures le matin seront en hausse par rapport à ce samedi, quasiment plus de gelée, moins 1 degré pour Aurillac, moins 1 degré également attendu à Nancy, il fera 0 à Strasbourg, on attend 4 degrés. Au lever du jour à Paris, 7 degrés, ce sera pour Brest. Et puis dans le courant de l'après-midi, on va retrouver toujours ce voile de nuages un petit peu plus dense sur la façade atlantique et puis localement également quelques nuages un petit peu plus nombreux. En tout cas, un ciel qui sera un petit peu plus voilé. Le vent qui résiste sur les côtes corses et les températures qui vont en profiter encore pour grimper. Si bien qu'on attend jusqu'à 19 degrés dans le courant de l'après-midi à Paris. Il fera 21 degrés à Limoges. Et puis pour la semaine prochaine, eh bien, on va retrouver un ciel un petit peu plus nuageux par le nord du pays. Des perturbations circulent sur les îles britanniques et donc tout cela déborde un petit peu sur le nord du pays. Donc lundi, un ciel un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche et puis ensuite un dégradé nuageux. Ce sera un petit peu plus instable également en Corse. Les températures vont baisser un petit peu. Mardi, les nuages toujours bien présents sur les régions situées au nord de la Loire avec localement quelques bruines. Ailleurs, ce sera quand même très ensoleillé, légèrement voilé. Mercredi, retour à des valeurs de saison et puis un ciel un petit